Transformer un CRM en véritable machine ABM, c'est possible. Aujourd'hui, c'est Martin Thomas de chez Youno qui va nous dévoiler ce secret jusqu'ici très bien gardé. Et je t'assure que le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, tu ne l'as jamais vu par ailleurs. Mais avant ça, il faut que je te parle de Martin. Mon premier souvenir avec lui, il est hyper précis. Il y a 2 ans, je bloquais sur clé, j'avais compris que c'était déjà une machine et j'ai tenté de lui poser une question sur LinkedIn. Le mec me répond direct avec une vidéo de 10 minutes ultra détaillée et sans rien attendre en retour. Là, j'ai compris que lui, il était vraiment à part. La suite de son parcours me l'a confirmé. Il a été un des premiers certifiés clés en France, si ce n'est le premier. Et ensuite, il a créé avec Caio et Christian, ses associés, l'agence Youno. Alors d'après eux, Youno, c'est une agence qui transforme vos CRM en système prédictible. Et pour moi, et c'est pour ça qu'il y a un épisode aujourd'hui, c'est une agence qui transforme vos CRM en machine ABM. Aujourd'hui, j'accompagne plus de 50 clients, dont Full Cherry, Clara et Primo. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est ce que tu vas apprendre toi de son expertise. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Concrètement, dans cet épisode, tu vas apprendre 4 choses. Comment détecter les bons signaux au bon moment et avec quel système? Quelles sont leurs 2 méthodes de scoring qu'ils utilisent simultanément? Et globalement, ce que tu vas apprendre, c'est comment eux, ils transforment un CRM passif en système de priorisation pour les équipes sales. Bref, si tu es sales ou head of sales, voire head of growth, et que tu as la boule au ventre à chaque fois que tu ouvres ton CRM, sache que Martin peut changer ça. En tout cas, c'est ce qu'il va nous montrer dans l'épisode d'aujourd'hui. Régale-toi bien. Bonjour Martin, Salut Iker. tu vas bien? Ouais, ça va super et toi? Ravi de tourner cet épisode avec toi là. Super, mais moi aussi, ravi de te recevoir. Tu es pour le premier épisode hors épisode pilote. Ah, c'est un plaisir. Et c'est une tradition, en tout cas j'espère que ça va le devenir. Le but de ces podcasts, de cette série, c'est de, en tout cas, faire découvrir comment se développe l'account-based marketing, soit dans des belles startups scale-up ou des agences comme la tienne. Ce que j'ai remarqué, ce que je peux préciser aujourd'hui, parce qu'on est dans un des premiers épisodes, c'est que ce qui m'a donné envie réellement de lancer ce podcast, c'est que j'ai remarqué en échangeant avec beaucoup de confrères à nous, en tout cas qui sont internes dans des boîtes ou dans des agences, c'est que l'account-based marketing, au final, il y a beaucoup de manières différentes, il y a beaucoup de singularités entre plusieurs profils, plusieurs boîtes. C'est ce qui m'a donné l'idée, en tout cas, de faire un épisode pour chaque type de singularité. Tu en fais partie. Et du coup, la question rituelle au début, c'est pour toi, c'est quoi l'account-based marketing? Ouais. Effectivement, en vrai, il y a plein de définitions différentes, mais en gros, pour moi, c'est une approche en fait où le compte devient l'unité centrale de la stratégie. Et en fait, on va venir observer tous les signaux. Bon, on aura l'occasion d'en reparler justement après, mais on va venir observer tous les signaux sur l'entreprise et sur les contacts de l'entreprise, d'agréger en fait tous ces signaux-là, de mesurer un peu le niveau d'engagement et d'agir seulement quand le timing est bon. Donc, l'ABM, c'est pas forcément, on entend souvent, c'est cible, enfin pour moi en tout cas, cibler 50 comptes premium parce qu'aujourd'hui en fait avec les outils qu'on a à disposition, on peut faire de l'APM sur de plus gros volumes et on n'est pas obligé de se limiter à 10-20 comptes. Mais l'idée en fait c'est de détecter pour moi quand un compte est prêt via les signaux et ensuite d'orchestrer la bonne action au bon moment avec le bon niveau d'effort en fait en fonction de la typologie du compte. Ok, donc je suppose que, en tout cas pour les clients pour qui vous appliquez cette méthode, il y a un ICP de base qui est déterminé. Et sur Ouais. cet ICP de base, vous l'enrichissez de signaux en dynamique. Et c'est à ce moment-là que vous déterminez s'il est en tiers 3, tiers 2, ou justement ces signaux le passer en tiers 1 pour déclencher des actions auprès des sales. Est-ce que c'est ça ou... Ouais, c'est justement ce que je vais montrer en fait dans tout cet épisode. C'est à quel moment en fait on sait effectivement il y a les ICP qui sont à définir, qui vont définir, on va le voir après, mais tier 1, tier 2, tier 3, donc c'est une forme de scoring sur l'ICP. Et après de se dire ok à quel moment en fait le compte est prêt à être attaqué, le compte est chaud et à quel moment il faut y aller pour aller le prospecter. Ben, ravi. Et j'attends que tu nous présentes et que tu nous dévoiles ta boîte de Pandore. Ok, bah trop cool. Je vais vous partager l'écran comme ça on va. Ok, tu vois mon écran? Parfaitement. Ouais. Donc, donc le sujet là, ce dont je vais vous parler, c'est en fait comment transformer en fait son CRM en machine ABM. Euh, pour mettre un peu de contexte en fait
dans tout ça, c'est qu'en fait, ce qu'on voit là, chez la plupart de nos clients, c'est que souvent, en fait, le CRM, c'est un peu un cimetière où je pense il y a beaucoup de boîtes qui vont se reconnaître là-dedans, mais en fait, où les sales le mettent à jour un peu de temps en temps, et c'est pas forcément un outil en fait qui les aide à closer. Personne n'a confiance en fait en la data qu'il y a dans le CRM. Il y a beaucoup de données obsolètes, de données incomplètes. Il y a beaucoup de doublons, ce qui peut générer ce qui peut générer des incohérences en fait, parce qu'un prospect par exemple peut être appelé par deux sales différents. Et souvent, il n'y a pas forcément de signal exploitable pour prioriser les comptes. Donc, du moins, en tout cas, de ce que je vois, c'est quand il y a des signaux qui sont implémentés dans les CRM, c'est souvent en fait soit des signaux un peu à droite à gauche qu'on va venir pousser dans des notifications Slack ou quoi, mais c'est pas vraiment exploitable et exploité surtout par les sales. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Ok. Donc, oui, c'est souvent ce qu'on voit, c'est que le CRM, c'est un peu, pour le coup, avant je parlais de toi, ta boîte de Pandore, mais là c'est plutôt la boîte noire. Ouais, C'est c'est souvent ça. mal exploité. Je t'avoue que moi-même, sur beaucoup de projets sur lesquels je travaille, je pars même pas du CRM avec mes clients et avec des boîtes qui Ah oui. marchent, et qui marchent même très bien. Il y a pas, c'est pas forcément, en tout cas, de l'extérieur, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer de l'intérieur, alors que toi, tu as l'air de dire, et on est tous d'accord d'ailleurs, mais que c'est central en tout cas dans tes projets maintenant, c'est la clé de Ouais. voûte de tout. Et notamment, ce que je comprends, c'est que vu que c'est aussi l'outil qu'utilisent le plus les sales, ou c'est censé être l'outil qu'utilisent le plus les sales pour se coordonner déjà entre eux et avec leurs propres tâches. Donc, ça paraît logique que tu te sois basé sur le CRM pour base de ton projet, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, il faut se dire que, comme dit, la plupart des boîtes, en fait, le CRM est un peu l'ennemi des sales, du market et tout ça, un peu là, comme dit, une boîte noire. Alors qu'en réalité, il faut, et on va le voir ici, le CRM devrait être en fait l'outil central qui permet justement d'orchestrer toute une stratégie TM. Tout devrait passer par le CRM. Et en fait, il faut que le CRM devienne non pas juste une base de données morte, en fait, on stocke de la donnée pourrie, mais que ça devienne une source de données fiable et véritable et qui est dynamique en fait et qui se met à jour dans le temps avec justement des signaux, des workflows, etc. C'est ce qu'on va voir. Ça donne envie. Montre-nous. Euh, alors, donc en gros, comme dit, pour revenir sur les problèmes que j'ai pu identifier, déjà aussi et pour mettre du contexte en plus de ça sur à qui en fait va s'adresser tout ce que je vais raconter, à qui enfin, à qui va parler justement toute cette stratégie-là, c'est principalement nous, on a l'habitude de travailler avec des boîtes qui sont sales-led. Donc là, en l'occurrence, c'est souvent des boîtes où il y a une équipe sales de minimum 5-6 personnes, je dirais, SDR, AE, etc. Mais souvent, du coup, ces boîtes qui sont sales-led, on va beaucoup parler de scoring, de signaux, de priorisation des comptes et tout ça. En fait, il faut se dire que du coup, surtout dans le cadre de l'ABM, c'est que l'idée, ça va être de définir, en fait, qu'on va le voir, mais parmi le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, il y a une partie qui va être traitée automatiquement via des campagnes. C'est pas ça ce qu'on va voir aujourd'hui, mais l'idée, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on priorise du coup sur des grands comptes et tout ça, pour que les sales puissent derrière attaquer en fait les comptes manuellement et faire Ok, donc c'est du en sales. amont des campagnes en fait. Ouais, mais c'est même là on le verra, mais en fait c'est même pas des comptes qui vont être adressés dans les campagnes. C'est vraiment ok, j'ai dans mon tiers 1, j'ai mes 50 comptes les plus chauds du mois. Bah, les sales ils vont aller les attaquer manuellement, ils vont pas, ça va pas partir dans des campagnes en fait. Ok, mais on pourrait comprendre qu'une campagne est totalement manuelle. Mais peut-être que c'est vrai que sous-entendu aujourd'hui, quand on dit de campagne, c'est des campagnes automatisées. Et c'est normal, moi-même, c'est quasiment tout mon travail que je fais avec tous mes clients. Mais moi, je comprends tout à fait aussi qu'il y ait des tiers 1, et peut-être même que toi, c'est même encore plus que le tiers 1, ce que tu considères tiers 1, c'est vraiment les comptes ultra prioritaires avec les signaux ultra prioritaires pour que tout de suite Ouais, déclenche derrière des actions manuelles par les sales qui sont, c'est quoi, c'est du call call, je suppose. ouais c'est ça, du call ou de la chasse, même de la chasse. On a des clients qui vont encore faire de la chasse Ok. physique ou du call, mais voilà. Donc super clair, Euh, cet épisode, il s'adresse aux boîtes qui ont 5, 6 ou 4, 5 sales et hmm, qui ont un CRM qui ne fonctionne plus et qui souhaitent prioriser leurs actions et exactement, du coup dédié aux sales. exactement. Exactement. Et du coup, en fait, pour parler à ça, en fait, là, ce qu'on voyait, c'est que par exemple, il y a beaucoup de managers sales, head of sales, tout ça, qui ont du mal justement quand ils font en fait la répartition de leur TAM, qui répartissent un peu les comptes en fait de manière aléatoire. Ils savent pas. En fait, il y en a très peu. Ce que je remarque, c'est qu'il y a très peu de boîtes qui savent vraiment comment est composé le TAM, et très peu de boîtes ont tout leur TAM dans le CRM. Donc en fait, ils savent pas forcément comment prioriser les comptes. C'est un peu en fait de la répartition à l'aveugle
du TAM. Pareil pour les sales, les SDR, en fait, dès qu'ils mettent les mains dans le CRM pour faire leur session de call, on en a beaucoup qui perdent 15-20 minutes à reconstituer les informations parce que les contacts sont plus dans l'entreprise, parce que les informations sont manquantes. Et du coup, c'est ça ce qu'on propose et ce que je vais présenter là, c'est mettre en place des workflows pour avoir un enrichissement dynamique, un dédoublonnage intelligent, une cartographie du TAM. Et après, on va voir comment aussi, une fois que le système est créé, en fait, comment il va être mis en pratique par les sales, quoi. Ok, ben on attend que ça, montre-nous. Avant de passer du coup à la phase 1, juste pour mettre du contexte sur les entreprises en fait qui vont me servir de use case, donc c'est des clients avec lesquels on travaille depuis plusieurs mois. Il y a une boîte, c'est une HR Tech de 50 personnes avec un head of sales et une équipe sales de 5-6 personnes. Et une autre boîte, c'est une boîte dans l'immobilier, donc qui est plus grande, ils sont 200-250 et ils ont une équipe sales de 15-20 personnes. Voilà, pour mettre, Ok. mettre du contexte. Les deux entreprises, ils ont des business. Sur la boîte dans l'immobilier, elle a un business physique et on verra que ça prendra son importance. Pour la HR Tech, là, c'est dans le digital. Ok, donc la première étape, la première grande étape, en fait, avant même de parler de priorisation de signaux, de workflow, de scoring et tout ça, ça va être de cleaner en fait tout l'existant, donc tout ce que vous avez dans le CRM. En fait, les premiers chantiers, en fait, quand on arrive sur un use case comme ça, c'est d'enrichir tout l'existant. Donc, on va venir, je vais vous montrer quelques workflows sur les entreprises. L'idée, c'est de prendre toute la donnée que vous avez dans le CRM sur les entreprises et sur les contacts et de mettre en place des workflows pour enrichir toute la donnée. Donc, on va avoir, je vais vous montrer. Là, par exemple, en fait, sur les contacts, en fait, on va aller enrichir. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise qui s'appelle Cargo. C'est l'outil qui va être un peu la pièce maîtresse en fait dans tout De dans tout le système l'orchestration? que je vais. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est un outil d'orchestration qui va venir en fait en amont du CRM. Donc il va permettre d'extraire toute la data dans le CRM. C'est un peu un mix entre Clay et N8N pour ceux qui connaissent. Ça va nous servir en fait d'outil d'orchestration et d'enrichissement et c'est là qu'on va venir traiter tous les workflows et toutes les données. Donc, Ok. les premiers workflows, comme dit, ça va être d'enrichir tout l'existant. Donc, on va enrichir en fait les données un peu classiques. Donc, aller chercher, là par exemple, on va aller chercher les LinkedIn URL. S'il y a des LinkedIn URL existants, aller vérifier tous les LinkedIn URL, aller vérifier les emails. Pour les workflows de contact, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a énormément de données en fait qui sont pas à jour dans le CRM. Et du coup, en fait, on va venir recliner tout ça. Donc, faire un cleaning, donc Donc, juste, vérifier en fait. je te Ouais, coupe à ce stade-là déjà pour être bien certain de comprendre. Imaginons ton client, il a 15 000 contacts dans son HubSpot, ouais. Pipedrive, Salesforce, whatever. Toi, tu vas aller chercher avec ton outil, euh, pour chaque contact, tu vas chercher à enrichir ou à mettre à jour la donnée. Ou alors tu vas les Exactement. cibler. Parce que, Et combien de temps ça prend? Enfin, ouais, est-ce que tu as des chiffres, on va dire, ouais, quanti, qui sont reliés au projet en fait? Process ouais, quanti, quoi. complètement. Là, du coup, donc pour prendre le use case de la boîte dans l'immobilier dont je vous ai parlé, eux, ils avaient 20 000 entreprises dans leur CRM et 80 000 contacts. L'idée, c'est de prendre, en fait, on a pris du coup ces 20 000 entreprises et ces 80 000 contacts et on est allé enrichir tout l'existant et revenir mettre du cleaning. Donc, on est allé voir, en fait, si les contacts qu'ils ont dans le CRM, ils sont bien associés à la bonne entreprise, s'ils travaillent toujours dans l'entreprise. Si c'est pas le cas, on vient faire les changements justement avec Cargo. Et là, c'est ça ce qui est intéressant aussi dans, dans la workflow normalement, notamment d'enrichissement, c'est qu'en fait, on va aller chercher à enrichir toutes les infos classiques en fait d'une entreprise, donc toutes les infos qu'on peut avoir sur LinkedIn, mais on va aller aussi chercher des data points beaucoup plus custom. Je m'explique là par exemple, en l'occurrence avec la boîte dans l'immobilier, eux ce qu'ils avaient besoin de savoir, et en réalité ce que je vois c'est que quand on s'adresse à des grands comptes, on a souvent besoin de savoir, enfin on a souvent besoin d'avoir cette donnée-là. Ça ne nous intéresse pas forcément, par exemple, d'avoir la donnée du nombre d'employés au groupe, mais par contre d'avoir la donnée du nombre d'employés à la localisation. On a eu ce use case-là avec un client, enfin avec la boîte dans l'immobilier, et il y a plein de clients aussi qui nous demandent ça. C'est quoi la Ouais, cible ou on va dire l'ICP de base de ton ouais, client? ouais. L'ICP, c'est toutes les boîtes en gros, enfin, je ne sais plus les secteurs exactement, mais c'est toutes les boîtes de 50 à 200 employés qui ont une surface de bureau à Paris de plus de 1500 mètres carrés.
Ok, d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas une Et question de multi-entité, mais là, ce dont tu parles en tout cas de l'enrichissement custom, c'est cette surface-là qui est importante. voilà, c'est ça. Mais en fait, juste ce que je voulais montrer par rapport à ça, c'est de se dire que, ok, dans la phase d'enrichissement, en fait, on va aller chercher toutes les infos basiques, mais on va également aussi aller chercher toutes les infos un peu plus custom par rapport aux ICP justement qu'on va avoir. Là, effectivement, en l'occurrence, là, pour le client, eux, ils avaient besoin de savoir par rapport à leur ICP le nombre de personnes qui travaillaient à la localisation précise, la surface du bâtiment, qui était le commissaire au compte de l'entreprise, euh, et toutes ces infos-là, en fait, qu'on va venir chercher et qui vont permettre d'enrichir toute la donnée CRM. Et ça, comment tu vas aller chercher ces infos annexes? Ça justement via des workflows Cargo. Donc en fait dans Cargo on va avoir c'est beaucoup d'IA, tu vois. On va enrichir enfin, toutes les infos LinkedIn et après faire de l'IA, mettre de l'IA, donc des agents IA qui vont aller scraper le web, le site internet. Et en fait c'est itérer sur des prompts pour aller chercher justement toutes ces infos là. Et par exemple là pour les commissaires aux comptes on va utiliser la Paid Papers aussi beaucoup. Et en fait c'est un mix en fait entre info LinkedIn, info légale et scrapping web via des IA. Ok, je comprends. Et donc, Voilà. du coup, ce que Cargo, on va dire, encapsule, c'est plusieurs agents qui peuvent être déclenchés pour chacune des recherches. Exa- Exactement, exactement. Ok. Et donc là, on va voir effectivement dans la grosse phase d'enrichissement toutes ces data points custom qu'on va venir chercher. Et l'idée, c'est d'enrichir en fait toute la base et ensuite après d'activer ces workflows-là sur Cargo pour faire en sorte que dès qu'il y a une nouvelle entreprise ou un nouveau contact en fait qui arrive dans le CRM, ça passe dans ces workflows-là et ça va être enrichi. Ce qui fait qu'en fait le CRM devient, comme je te disais avant, une source de données dynamique où justement chaque donnée qui entre dans le CRM va être enrichie et vous êtes sûr en fait d'avoir de la donnée qui est fiable dans le CRM. Je passe rapidement du coup après une fois qu'on est sur la partie enrichissement. Ce qui va être important aussi, c'est toute la partie dédoublonnage et cleaning. Donc là, je passe assez rapidement parce que ça, pour le coup, c'est assez clair pour tout le monde, mais c'est de se dire, ok, on va avoir des workflows où on va avoir plusieurs use cases en fait qu'on va venir traiter, pareil sur Cargo pour dédoublonner intelligemment. Par exemple, là, si je reprends le use case de la boîte dans l'immobilier, leur cible, c'est beaucoup les grands comptes. Et du coup, on va se retrouver en fait avec beaucoup de données dans le CRM où il y a le même nom de domaine, le même LinkedIn URL. Et en fait, ça peut être des établissements différents, des filiales, des succursales et tout ça. Donc, ça n'est pas forcément des doublons. Donc là, ici, ce qu'on a fait avec Cargo en l'occurrence, c'est de travailler sur un workflow de dédoublonnage intelligent où on va venir identifier, donc définir en fait des clés de dédoublonnage. Euh, voilà, des clés de dédoublonnage qui vont être le SIRET, le nom de domaine, le compagnie LinkedIn URL et le compagnie LinkedIn ID. Et après, des éléments de contexte, donc l'adresse, le numéro de téléphone et le nom d'entreprise. Et en fait, on va venir, via de l'IA et et un peu de code, donner toutes les infos sur l'entreprise, sur les doublons qu'on aurait pu potentiellement identifier, et de se dire, OK, dis-moi si c'est vraiment des doublons ou si c'est une filiale, succursale et tout ça. Et ça, on va le traiter dans un workflow pour, pareil, une fois que le workflow est créé, on va l'activer pour qu'en fait, à chaque nouvelle entreprise, nouveau contact, ça va venir passer dans ce workflow pour encore une fois éliminer en fait tout bruit dans le CRM et nettoyer toute la donnée et ne plus avoir de doublons. Super clair. Voilà. Ouais, donc une fois qu'on a en fait qu'on a cleané et enrichi toute la base, on est venu cartographier l'intégralité de leur TAM. Donc je vous ai dit avant, on était à 20 000 entreprises à peu près, je crois qu'on était 20 000 entreprises dans leur CRM. Après cartographie du TAM, on est passé à 60 000 entreprises, donc on leur a fait gagner 40 000 entreprises sur l'intégralité de leur TAM. Et du coup, on avait une exhaustivité maximum sur le TAM et on a tout importé dans le CRM. Et on verra après justement comment on l'a scoré. À savoir, à Ce qui est noter une que énorme, ce qui est quand même une énorme valeur vu que au final leur TAM, enfin en tout cas dans leur CRM, enfin, leur base a été multipliée par 3. ouais, Et en plus de ça, en plus d'être multiplié par 3, ils ont, on va dire, l'assurance d'avoir un TAM exhaustif. Donc c'est quand même, c'est plus qu'une grosse valeur, ouais, rien que pour la phase 1, quoi. exactement, exactement. Et la dernière étape aussi sur cette phase qu'on fait, on le fait pas pour tout parce que du coup ça dépend si vous ciblez enfin si on cible les grands comptes ou pas, mais là en l'occurrence c'était le cas. Et du coup on a créé un workflow pour cartographier un compte en fait, hiérarchiser un compte, donc savoir si c'est une succursale, une marque, une filiale, la maison mère. Et en fait, une fois qu'on a toutes les maisons mères, de savoir quelles sont les filiales liées à cette entreprise. Ça c'est ce qu'on a fait là du coup pour l'entreprise et je sais que c'est pas mal demandé du coup sur justement sur tous ceux qui cherchent à Ouais, le cartographier les comptes. mapping c'est crucial.
Je sais que j'ai travaillé notamment dans des entreprises, enfin pour des entreprises qui notamment avaient des cibles dans le secteur de la santé, les hôpitaux, Ouais. la cartographie de comment fonctionnent les groupes, les indépendants, c'est assez complexe et parfois très chronophage pour les sales qui vont appeler des personnes qui sont ni décisionnaires ou alors il n'y a juste pas le bon département dans l'entreprise dans laquelle ils appellent vu Mm. qu'en fait c'est une filiale. Donc ouais, le mapping, c'est extrêmement demandé par les entreprises. Ouais, complètement, complètement. C'est quelque chose sur lequel on s'est pas mal creusé la tête, mais en réalité, toutes les informations, enfin, la plupart des informations en fait sont disponibles sur Internet. Donc on a fait un workflow avec pas mal d'IA et avec pas mal d'agents IA qui vont scroller un peu le web et on arrive à quelque chose d'assez quali sur tout ça. Assez incroyable de savoir qu'au final, c'est pas une base de données structurée, en tout cas sur laquelle vous appuyez pour faire ça, mais simplement le web. Donc ça, c'est Ouais, une grosse info. ouais, complètement. Complètement. Après avoir fait tout ça, donc on a fini la phase 1, on a cleané tout l'existant, on sait qu'on a une data propre et surtout on a une data qui est vivante parce que comme dit, c'est des workflows en fait qui sont dynamiques. Donc on sait qu'on a une data CRM qui est vivante. Donc maintenant, la phase 2, ça va être comment est-ce qu'on va prioriser les comptes maintenant qu'on a les 60 000 entreprises en fait dans le CRM. Comment est-ce qu'on a priorisé les comptes et qu'est-ce qu'on met en place justement pour scorer les comptes et savoir quel compte attaquer parmi toute cette masse de données. Et la phase 3, vous verrez, c'est comment en fait on met en place maintenant ça, enfin comment on met On ça dans les active. mains des sales. Ouais. Ok, d'accord. Mm. Oui, je me permets une petite coupure. Déjà pour te remercier, si tu es jusqu'ici dans l'épisode, ça veut dire que ça t'intéresse et j'en suis ravi. Ensuite, simplement pour te demander de t'abonner, on vient de se lancer, on a besoin de votre soutien et surtout que vous voyez quand un épisode sort. Mon second point, c'est pour te dire qu'à la fin de l'épisode, je te parle d'une méthode pour capter des signaux, comme Martin le fait actuellement, peut-être avec une méthode un peu plus simple pour tester au début. Je t'en dis pas plus. Je te souhaite une bonne fin d'épisode et on se voit à la fin. Donc ça va être un peu technique, je vais essayer d'être d'être le plus précis possible. Tu me coupes et n'hésite pas à me poser des questions sur tout ça. Euh, J'hésiterai pas, mais pour le moment, ça donne toujours envie, c'est assez digeste. ok, trop bien. Déjà, donc, pour créer en fait un système de priorisation de comptes et puis un système de signal, j'ai juste envie de définir déjà ce que c'est un signal. En fait, pour que tout le monde qu'on soit clair là-dessus, ça va être un événement qui indique en fait que c'est le bon moment pour aller prospecter un compte ou un contact ou que ce compte en tout cas s'intéresse à votre entreprise ou qu'il est même prêt à acheter, même si en réalité c'est plus rare d'avoir un signal où il se dit ok il est prêt à acheter. Mais voilà, c'est la définition d'un signal. Je sais pas si tu avais la même. En fait, la question que je me pose, c'est peut-être que se posent certains qui vont visionner l'épisode, c'est du coup, tu penses qu'il y a une durée de vie à un signal ou juste qu'il y a un moment dans lequel il arrive qui crée un momentum, mais que du coup, il est encore valable quelques jours, voire parfois quelques mois ou au moins quelques semaines, ce Exact- signal, non? Exactement, il y a une durée de vie ouais, sur un signal. Et justement, je vais en reparler après, mais il y a clairement une durée de vie sur un signal et ils n'ont pas tous la même durée de vie, ils n'ont pas tous la même valeur. Ben, ravi. Euh, Et je veux en savoir plus du coup. ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, juste pour mettre du contexte, enfin, je vais faire la différence ici entre les listes statiques et les listes dynamiques. En fait, ce qu'on va chercher à avoir quand on crée un système comme ça, de signal, un système de signal et de scoring ABM, c'est qu'on va essayer d'avoir, pour les sales en tout cas, des listes tournantes et du coup des listes dynamiques. Les listes dynamiques, donc une liste statique en fait, enfin, pour faire la comparaison, mais liste statique, on va avoir la répartition en fait de la liste qui est faite une fois dans l'année, le manager sales qui fait sa répartition, sauf qu'en fait 3 mois plus tard, le TAM il a bougé et potentiellement les comptes qui étaient prio en Q1 sont plus les mêmes en Q2. Et l'idée en fait d'avoir une liste dynamique, c'est d'avoir une répartition des comptes qui se fait de manière dynamique et en automatique, en fonction justement des signaux qu'on détecte. Et pour ça, il va falloir plusieurs choses. Le premier élément, c'est de définir son fit score. Donc c'est là que je parlais de scoring et de tiering. Le fit score, en fait, ça va être un score statique que l'on met en fait à jour 2, 3 fois par an et qui n'est pas censé beaucoup bouger. Donc là, pour reprendre l'exemple des 60 000, une fois que j'ai cartographié le TAM, l'idée c'était à la fin du workflow d'enrichissement de scorer le compte. Donc là, c'est quelque chose de très. Je vais vous montrer, par exemple, là pour l'entreprise, le fit score qu'on a défini. euh, L'idée, c'est quand on définit son fit score, donc c'est de Peut-être mettre que tu peux, excuse-moi, peut-être que tu peux zoomer un tout petit peu. ouais, Désolé, hein, euh, c'est du détail, mais
Vous voyez? Ouais, ouais, merci. Ok. Donc l'objectif du fit score, donc comme dit, c'est par rapport à des critères en fait firmographiques, sectoriels, géographiques, de donner un. Donc il suffit pas juste de donner ces critères, mais de donner un score pour chaque élément. Là, par exemple, si je reprends l'exemple de mon projet, enfin de mon client là dans l'immobilier, lui, ça ici, on est allé lister tous les secteurs. Donc on a pris comme critères les secteurs, les effectifs, la localisation, le type de site, la surface, je vous parlais avant. Et en fait, à chaque secteur qui cible, on est venu mettre un score on est venu mettre un score. Donc là, on sait que sur les secteurs high value service, ce qu'il appelle ça, donc tout private equity, M&A banking et tout ça, ça c'est les gros secteurs, donc on est venu mettre des gros scores. Par contre, toutes les boîtes dans le retail, la santé, construction, ça on est venu mettre, c'est des boîtes qui les intéressaient quand même, mais moins intéressant pour eux, donc on est venu mettre des scores plus faibles. On a fait ça sur les secteurs, on a fait ça également sur les effectifs, par Alors, exemple des boîtes de juste, est-ce plus que de... tu peux revenir sur les scores? Ouais, Vous avez remarqué quelque chose? ouais. Euh, il me semble. Comment vous avez déterminé que, par exemple, en tout cas, l'ordre, j'entends bien, ça paraît assez intuitif, la boîte, ils ont dû te dire, mais comment tu détermines qu'en fait le score pour, je sais pas, les call centers dans le tertiaire, il doit être 3 fois plus petit que celui dans le private equity, tu C'est- Bah ça c'est des en fait tous ces secteurs-là c'est la somme de tous les secteurs des ICP et du coup après ça c'est des workshops à faire justement en interne pour dire ok bah euh, quelle est ma cible parmi tous les clients que j'ai signés aussi quels sont ceux qui me rapportent enfin quels sont les secteurs qui sont le plus représentés et après c'est mettre une pondération en fait sur des secteurs des tailles d'entreprise et tout ça pour avoir un score sur chaque critère. Mais ça, c'est très propre en fait à chaque. Là, encore en l'occurrence, Ok, pour mon client, c'était ça. Mais il y aura peut-être aussi moins de granularité et moins de pondération pour d'autres entreprises. ok, Voilà. Donc, comme dit, pour définir le fit score, donc on vient faire ça sur le secteur, sur les effectifs. Là, en l'occurrence, pour cette boîte, euh, un score de plus de, enfin, une effectif de plus de 1000 personnes, c'était le sweet spot. Et du coup, on vient mettre un score élevé. Et en dessous, jusqu'à 50 personnes, c'est des boîtes qui restent intéressantes, mais qui vont être beaucoup moins pertinentes. Et du coup, on va mettre un score plus faible. Et on fait ça en fait pour tous les critères d'ICP. Là, on a tous les critères de l'ICP du client. Donc, en l'occurrence, là, c'était la localisation, le type de site, c'était un siège, une filiale, un établissement secondaire. Si l'entreprise était propriétaire ou locataire de ces locaux et la surface de bureau. Voilà. ok. Donc, Donc si je résume en gros, sur le firmographique, tu as 6 facteurs, 6 points de scoring pour définir ton ICP simplement sur le firmographique ou sur le statique. ouais, c'est ça. Bah, t'as pas forcément 6 points de scoring, tu peux en avoir plus ou moins en fonction de quel est ton ICP. Mais en tout Oui, oui, cas, je dis dans le cas précis là de ton ouais, client. Ok, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, j'ai 6 points de scoring. Et ça, c'est tout, comme dit, c'est tous les critères d'ICP. Une fois en fait que du coup on a enfin tous ces critères là, de scoring sont définis, l'idée c'est de mettre en place du coup une formule soit directement dans là c'est ce qu'on a fait donc mettre en place une formule soit directement dans le CRM ou là en l'occurrence nous ce qu'on a fait pour reprendre le workflow ici c'est qu'à la fin du workflow d'enrichissement des entreprises une fois qu'on a toutes les données enrichies, donc là en l'occurrence, après qu'une entreprise ait été enrichie et passée dans le workflow, bah, on va avoir toutes les infos qu'il nous faut pour définir le scoring. On fait passer, on envoie toutes ces infos à l'IA et on lui dit bah, calcule-moi le fit score. Ce qui fait qu'avant d'avoir la donnée dans le CRM, on a calculé le fit score, donc c'est un score sur 1000 et on sait, grâce à ça, le fit score va nous permettre de définir notre tiering et du coup de segmenter tout notre TAM. Donc le tiers 1, on sait que c'est des scores qui vont entre 700 et 1000. Le tiers 2, c'est des scores qui vont entre 450 et 699. Le tiers 3, c'est des scores qui vont entre 100 et 450. Et en dessous de 100, on sait que c'est des cibles qui sont pas intéressantes pour nous et du coup enfin, qu'on exclut et qui sont hors scope. et donc du coup là, ce que tu me dis, c'est que aujourd'hui, à date, toutes les boîtes de tout le CRM sont scorées. Exactement. Et ça a pris combien de temps? C'était une question que je voulais aussi te poser sur mais que j'ai oublié sur l'enrichissement, l'assainissement et même l'agrandissement du CRM Ouais. et du TAM. Ça prend combien de temps dans la phase de projet?
une fois que le cargo il est construit, c'est quoi? C'est instantané? Je suppose que non, quand même, surtout s'il y avait Non, je me souviens, 80 000 contacts à la base, si à la ouais. fin on fait x3, ça prend combien de temps? De un pour cette phase, peut-être on fait juste un petit flashback en arrière pour cet assainissement, combien de temps ça prend? Et combien Ouais. de temps ça prend aussi pour scorer l'ensemble du CRM? Ça, c'est des projets qu'on fait durer du coup sur 5 mois. Et ouais, c'est un projet sur 5 mois. Et là, pour arriver à cette phase, donc là, on n'est pas à la fin, mais pour arriver à cette phase, c'est au bout de 2 mois et demi. 2 mois et demi, on a l'intégralité des workflows d'enrichissement qui sont prêts et qui sont faits, les dédoublonnages, la cartographie du TAM, et on commence à mettre en place le scoring. Donc on va dire que c'est 2 mois, 2 mois et demi pour arriver à ça. Et juste que je comprenne et que ça soit très opérationnel en fait, que je me Ouais, projette comme si moi j'étais, on va dire, head of growth ouais. ou head of sales d'une boîte et que je voulais faire appel à tes services, en tout cas à votre méthodologie. Pendant justement ces 2, 3 premiers mois où vous êtes en période de setup, est-ce qu'il y a quand même des éléments qu'on va pouvoir utiliser avec notre équipe euh, qui Ouais. vont être exploitables, une petite partie du service, une petite partie de l'assainissement, une petite partie du scoring, ou non, il faut attendre la fin que tout soit prêt? Hum, Bah en fait, l'enrichissement se fait au bout d'un mois et demi. Donc une fois que l'enrichissement il est fait, en fait, vous en bénéficiez automatiquement parce que le CRM est propre, la donnée est à jour. Mais par contre, pour que tout le système se vit et puis que le scoring soit fait, qu'il y ait quelque chose justement, ce scoring dynamique ensuite, qui est les intents qui remontent, là, faut attendre la fin en fait de la prestation. Ok, d'accord. Voilà. Donc pour revenir ouais, à cette notion de tiering, donc c'est là en fait on est arrivé au stade où du coup on a scoré l'intégralité du TAM et on sait quel est notre tier 1, quel est notre tier 2 et quel est notre tier 3. Donc là je crois on avait 20% des entreprises qui étaient en tier 1, 35% des entreprises qui étaient en tier 2 et enfin, le reste qui était en tier 3. Du coup. Donc c'est réparti de manière assez équilibrée en fait. Ouais, bah en fait c'est ça aussi qu'il faut, enfin c'est comme ça aussi qu'il faut réévaluer le compte. Si on voit qu'il y a 60% des entreprises qui sont en tier 2, 10% en tier 1 et le reste en tier 3, c'est qu'il y a un équilibre. Bah, le tier 1 est toujours plus faible, c'est normal, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre les tiers. Il ne faut pas qu'il y ait non plus une grosse disparité parce que sinon ça c'est pas représentatif. Une fois qu'on a la cartographie du TAM en fait et qu'on sait quel est notre tier 1, quel est notre tier 2, quel est notre tier 3, l'idée ça va être de dire ok comment en fait donc souvent c'est pour ça que c'est ce que je disais au début que cette partie-là, enfin ce système-là s'adresse à des boîtes qui sont sales-led. Souvent sur des tier 2, tier 3, on va pas chercher à forcément mettre des sales, et ça va être traité par le marketing ou par les équipes grosses et ça va partir, on va adresser ces comptes-là dans des campagnes. Par contre dans le tier 1, on va chercher à savoir quels sont les top comptes à adresser dans mon tier 1 et pourquoi je dois les adresser. Et c'est là que on va mettre en place du coup ce que j'appelle l'intent score. Donc l'intent score, c'est un score dynamique en fait qui va être calculé et recalculé en temps réel pour savoir en fait quel intent et enfin quel signaux est vraiment pertinent, enfin pour savoir quel compte est vraiment pertinent, je veux dire. Et pour ça, donc là je vais vous montrer le cas avec Parella. Pour définir en fait son intent score, il faut définir ce qu'on appelle une signal scorecard. Donc là, je prends l'exemple de Parella, donc c'est comme dit une boîte dans l'immobilier. Pour définir la signal scorecard, il faut en fait dresser tous les signaux qui peuvent être potentiellement pertinents pour vous. Là, en l'occurrence, Tu pour peux nous en Parella, citer quelques-uns? ouais, ouais, bien sûr. Justement. Là, en l'occurrence, pour Parella, c'était une entreprise de la RCP qui arrive à échéance de bail. La croissance des effectifs, décroissance des effectifs, fusion-acquisition d'entreprises, persona qui rentre en relation avec les sales enfin, persona qui rentre en relation justement avec les sales d'un concurrent, les levées de fonds, changement de poste, etc. Donc en fait, l'idée, c'est qu'au début, il ne faut pas se mettre de limitation sur ça et de lister toutes les. Surtout que maintenant, on a la capacité de détecter presque n'importe quelle information. Et l'idée, du coup, c'est de lister tous ces signaux-là et ensuite de leur attribuer un score. Donc, moi, ce que je fais pour ça, c'est de mettre un ordre de priorisation, de se dire, OK, quel impact business ça va me donner de détecter cette information et d'avoir cette information. Là, en l'occurrence, pour parler là, eux, ce qu'ils ont besoin de savoir, parce qu'ils font de la renégociation, enfin, ils accompagnent les boîtes dans la renégociation pardon, de baux et d'aménagement d'espace et tout ça. Et du coup, le signal phare,
c'est quand une entreprise arrive à son échéance de bail. Donc on sait que le top signal pour eux, c'est ça. Mais par contre, il y a d'autres signaux qui peuvent être pertinents pour eux, comme une boîte qui fait une croissance, enfin, qui a une croissance de ses effectifs de plus de X% sur un an. La décroissance, pareil. Une fusion-acquisition, c'est pertinent pour eux et c'est le moment aussi d'aller parler à leur cible. Et l'idée, en fait, c'est d'agréger, de définir, enfin de prendre tous ces signaux-là et une fois qu'on les a ici, de les scorer. Donc de la même manière, si je reprends l'exemple de pareil là, de la même manière que pour le fit score, on va prendre tous les signaux qu'on a listés et attribuer un score. Par exemple, là, donc l'intent score, en l'occurrence ici, c'est un score de 0 à 500. Et du coup, comme le signal le plus fort, c'est l'échéance de bail, bah, là, moi, forcément, pour pareil là, une échéance de bail ajoute 300 points au score. Croissance des effectifs, c'est un peu plus faible. On est sur 120 points, 90 points. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'ajouter des points à chaque signal. Ok. Ok, et ça, juste, je te pose une question. Ouais. Imagine, il y a ces 300 points qui se rajoutent euh, à une boîte qui était en tiers 2. Ouais. Est-ce que du coup, c'est un simple ajout et donc du coup, cette boîte qui était en tiers 2, elle a pris les 300 points en plus et peut-être même qu'elle est passée en tiers 1, Non. probablement. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on voit, moi ce que j'aimerais voir, mais peut-être que tu as prévu de nous le montrer après, c'est de point de vue du sales, comment il voit cette info, ce signal, on va dire dynamique. ouais. Est-ce qu'il a un push de ce signal dynamique? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on voit la différence entre le score total et on va dire l'instantanéité du signal? Ouais. Ouais. Alors déjà, juste pour revenir sur ce que tu as dit au début, une boîte en tiers 2 ne peut pas passer en tiers 1. Parce qu'en fait, le tiering, il est défini en fonction du fit score. Donc en fait, une boîte qui est en tiers 2 parce que bah, elle a 50 employés, qu'elle est dans un secteur qui nous intéresse pas forcément, enfin qui nous Mhm. intéresse moins du moins, et qui est localisée hors Paris par exemple, bah, Ouais. elle est en tiers 2 et elle passera jamais en tiers, enfin, elle passera jamais en tiers 1 sauf si elle déménage et que elle embauche plus d'employés. Tu vois. Voilà. Mais et en fait, les signaux ne vont pas jouer sur le tiering, mais les signaux vont juste nous dire, ok, parmi mes boîtes en tiers 1, 2 et 3, je sais que c'est eux qui ont le plus gros intent score parce qu'il y a tous ces signaux détectés. Et du coup, je sais que c'est à eux, enfin, c'est sur ces comptes que je dois donner de l'importance. Ok, donc il y a deux typologies de scoring. Il y Exactement. a... Ok, d'accord, c'est bien ça. Exactement. Il y a le fit score qui permet de définir le tiering. Et après, il y a l'intent score qui permet de se dire, parmi mon tiers 1, c'est ces comptes qu'il faut que j'attaque en Ok, ce autant moment pour et moi, c'est je ces pensais comptes les qu'il plus chauds. Ouais. autant pour moi, je pensais qu'ils s'additionnaient les deux scores, mais ok. Ouais. Du coup, donc une fois qu'effectivement qu'on a défini ce scoring, enfin cet intent score, l'idée c'est d'avoir un outil donc comme Cargo pour orchestrer toute la donnée. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre en place les workflows pour détecter ces signaux, agréger tous les signaux dans Cargo, et ensuite envoyer toute la donnée dans HubSpot directement, dans Salesforce, enfin dans le CRM. Et c'est Du coup, justement ce qu'on va. Ouais, ouais, ce qu'on va voir dans la phase 3, c'est ce que voient en gros, ce que voient les sales. exactement. Ouais, exactement. Ok. Donc maintenant, c'est rendre le système utilisable par les sales. Comment on va mettre tout ça en place par les sales. Donc déjà, au niveau, là, c'est un dashboard que j'ai fait donc pour l'autre entreprise, donc qui n'est pas pareil là, mais l'autre entreprise, la HR Tech, où là, du coup, ça déjà, c'est utilisable par le Head of Sales. Donc là, c'est un TAM beaucoup plus petit. On est sur 10 800 entreprises. Et là, on a une vision très claire déjà du TAM. Donc on sait qu'ici, on a 2000 entreprises en tiers 1, 3600 entreprises en tiers 2, 5000 entreprises en tiers 3. On a la répartition des tailles d'entreprise et des secteurs qui sont représentés dans le TAM. Ça, pour le Head of Sales, pour faire sa répartition de comptes, sa répartition d'entreprise, c'est une mine d'or. Là où C'est avant, une mine d'or, c'est exactement le terme que j'allais ouais, employer. ouais. Parce que on sait déjà que ça, c'est sur tout le TAM. Sur le tiers 1, on sait comment est composé le tiers 1, quelles sont les entreprises représentées. Et du coup, quand il veut faire sa répartition sectorielle géographique pour sa team, effectivement, c'est évident. Là où avant, il n'y avait aucune, c'est ce que je disais au début, il n'y a aucune possibilité d'avoir une répartition comme ça parce que la data, en fait, n'est pas fiable et la data n'était pas à jour. Structuré. Ouais. Exactement. Donc, on va avoir ça, en fait, pour les managers. On va avoir aussi donc, il y a plusieurs possibilités d'implémenter les signaux. Là, par exemple, ce qu'on a fait pour la HR Tech,
c'est qu'on est venu créer des listes. Donc on a différentes listes. En fait, c'est des listes dynamiques qu'on va venir ajouter pour les sales. Là, par exemple, c'est sur le signal job change. Et en fait, on a tous les changements de poste du mois. Sur là, bon, là, ils ont mis des filtres, enfin des filtres sur le tiering. Mais ici, on va avoir via des listes dynamiques, en fait, tous les signaux qui remontent. Donc on a ici les changements de poste. On va Donc là, avoir quand tu également. dis changement de poste, c'est d'entreprise à d'autres entreprises ou même les Exactement. promotions quand même? Non, ouais, c'est d'entreprise à entreprise. Donc, c'est des personnes qui ont changé d'entreprise récemment. Ok. Et du coup, là, on a tous les signaux du mois. Et du coup, les sales peuvent, enfin, ils ont juste à venir sur cette liste et à directement, après, faire leur liste comme ça. Donc, on va avoir ça. On va avoir via des listes dynamiques, en fait, les signaux qui s'affichent comme ça. Et après, d'un point de vue data aussi, c'est comment, en fait, on va rendre tous les signaux qu'on a fait d'enrichissement et tout ça accessibles par les sales. Donc là, on va passer, il y a différentes choses. Il va y avoir les boutons HubSpot au niveau de l'entreprise, là où avant en fait on avait les sales en fait qui passaient énormément de temps à reconstituer les informations, euh, enfin quand il y avait des informations pas à jour, trouver les personnes, trouver les contacts. On vient mettre des boutons directement dans le CRM pour que les sales en fait en un clic ils puissent, là par exemple s'ils cliquent sur Enrich Company, ça va enrichir toutes les infos d'entreprise, et Find People, ça va automatiquement trouver tous les contacts pertinents qui correspondent au persona de l'entreprise, et ça va venir automatiquement les enrichir et les ajouter sur Attends, HubSpot. j'ai besoin de comprendre quelque chose. À quel moment ils ont besoin d'enrichir l'entreprise? Bah, c'est possible il y ait des incohérences ou des données manquantes. Enfin, parce que même, en fait, même si on passe dans le workflow d'enrichissement, c'est possible que des fois il y ait des incohérences ou des données manquantes pour je ne sais quelle raison. Donc c'est Ok, possible. donc en fait, ça va être presque un réflexe. À chaque fois qu'ils vont tomber sur la fiche entreprise, ils vont cliquer sur Enrich. Pas forcément, non pas Enrich, mais plutôt Find People, parce que ce que j'ai pas dit aussi au début, c'est que là en fait on va venir enrichir, enfin on est venu cartographier l'intégralité du TAM, donc 60 000. Par contre, on n'est pas venu, enfin on a importé toutes les données des entreprises, par contre on n'est pas allé chercher les personnes sur chaque entreprise. Donc en fait les sales D'accord. se retrouvent avec des entreprises sans contact, et c'est pour ça qu'on a un bouton ici Find People, pour que Ok, très je comprends mieux. facilement ils puissent Ok. avoir accès. En fait, ils se disent, ok, c'est bon, j'ai ce compte en tier 1 que je veux travailler. Bah, je vais commencer à l'attaquer et du coup je vais aller trouver les personnes. Donc je clique sur Find People et en 2 secondes j'ai toutes les personnes enrichies qui s'ajoutent dans le CRM. Super clair. Voilà. Donc on va avoir ça sur les entreprises et ça sur les contacts. Où là du coup sur les contacts on a Find Email, Find Phone, où directement on va venir enrichir les données de contact des entreprises. Alors, moi, du coup, j'ai bien saisi. Ouais, En tout cas, le front enfin, ce que vous proposez en front, notamment via HubSpot aux sales. Juste la chose que je suis mm, curieux et de savoir depuis le début, c'est comment ils reçoivent ces push, ou en tout cas ces intents, tu vois, dynamiques, euh, par exemple, à un instant T. ouais. Il y a, En gros il y a des Prenons un intents pour. exemple, peut-être prenons un exemple concret, soit par rapport aux boîtes dont tu parlais, tes boîtes Ouais. clientes, sur tu vois, la boîte dans l'immobilier ou l'autre en HR, par Ok. rapport à un intent en particulier, un intent dynamique, que tu puisses nous montrer comment Ouais, le ouais, ouais. push est géré par le sales, encore une fois pour se mettre à la place du sales, Ouais. et qu'on puisse s'immerger, tu vois, en front, quoi. En fait, il y a plusieurs manières de donner accès justement au sales en fonction du signal détecté. On va avoir plusieurs informations. Déjà, en fait, dès qu'on détecte ce signal, on va aller chercher le tiering de l'entreprise. Si justement c'est un tiers 1 et que le score en fait le score est assez élevé, on va push l'information sur Slack. Donc là, par exemple, pour les changements de poste, on va avoir, enfin, ça peut être soit on fait une notification Slack pour tous les signaux, soit justement, en général, on le fait que pour certains signaux. Là, par exemple, pour les changements de poste, on va avoir telle personne a quitté telle entreprise et a rejoint telle entreprise. Voici la fiche exploitée. Du coup, ils peuvent directement aller exploiter ces signaux-là. Et après, ça va être via justement des listes dynamiques où en fait chaque compte avec le score assez élevé, on va l'ajouter dans cette liste dynamique et du coup ils ont des listes dynamiques comme là par exemple où ils vont avoir en fait tous les comptes ou tous les contacts à attaquer avec les signaux qui remontent sur la fiche. Ok, je comprends. Donc s'il n'y a pas, imaginons, je sais pas, l'entreprise cliente, ou en tout cas, oui, l'entreprise cliente n'a pas de Slack pour recevoir un channel sur lequel tu peux recevoir les notifs Ouais, en push. Ils peuvent tout simplement directement avoir des listes dynamiques dans ouais, HubSpot
qui seront exploitées par la suite. Et je suppose que chaque lead sera intégré dans un pipe ou dans des deals Ouais, par la suite. exactement. Exactement. Là, je vais montrer un autre exemple de liste. Ici, on va avoir signaux. Par exemple, là, les lookalikes, là, on a des workflows sur les lookalikes qui sont des signaux. Et en fait, à chaque nouveau deal signé, ça va déclencher un workflow, générer des lookalikes et du coup créer une liste avec toutes les entreprises similaires à l'entreprise qui venait de se signer. Et du coup, là encore une fois, et du coup, sur Slack, le sales qui a signé cette entreprise-là reçoit une notification, félicitations pour telle entreprise, enfin pour la signature de telle entreprise. Voici une liste qui a été générée de X entreprises similaires. C'est magique, ça donne envie. Voilà. Voilà. Donc voilà un peu. Et si, oui, le dernier élément, je pense qu'on a mis en place aussi, c'est encore une fois via Slack, un agent IA du coup qui permet de parler en fait en langage naturel et de lui dire va me chercher le profil de cette personne. Donc ça en fait on l'a mis parce qu'on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de sales qui avaient des demandes assez simples en fait à l'écrit grosse de va me chercher le profil de telle personne, va m'enrichir ça, va me scraper cette liste-là. Et du coup, on a mis en place un agent IA pour répondre à toutes ces demandes-là, avec lesquelles les sales peuvent échanger directement sur Slack. Fantastique, Voilà. fantastique, magnifique. Je pense que certains se reconnaîtront à ce moment-là. Ouais, ouais, clairement. Donc voilà en gros un peu sur l'intégralité des systèmes, enfin, pour comment faire en sorte quoi, que ton CRM devienne une machine ABM avec des signaux implémentés. C'est assez incroyable. Alors, même si c'était un épisode très orienté, on va dire, de ton point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue GTM Ouais, Engineer, je pense que c'est le rêve pour tous les sales, et tous les head of sales, et probablement aussi les CMO ou head of growth. En tout cas, moi, si j'avais pu implémenter ça dans beaucoup de mes projets clients, ça aurait été magique. Donc, je pense que c'est ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la finalité, c'est vraiment le but, c'est de mettre à disposition, ou en tout cas de mettre dans les meilleures dispositions les Mhm. sales, d'en faire remonter les meilleures boîtes, les meilleurs scoring, le tiers 1. Je pense que c'est ça. Et donc, ouais, il y a Ouais, ces trois phases. Comme tu disais, le dédoublonnage, l'assainissement et même l'agrandissement du TAM directement au sein du CRM. Mhm. Dans le 2, il y a cette phase de scoring, mais du coup, moi je considère, encore une fois, si on se met du point de vue du sales, que la phase 1 et la phase 2, c'est des c'est grosses étapes totalement de visible. setup pour vous de votre côté, Mhm. des grosses étapes de setup. Et la phase 3, ben, du coup, en fait, la phase 3, c'est la phase en fait permanente ensuite pour le sales, c'est l'usage en fait de votre système. Exactement. Et ça, encore une fois, je pense que c'est le rêve de beaucoup de Mhm. sales et de beaucoup de boîtes. Donc bravo, bravo à ce que Ouais. vous avez fait. Ah, merci, Est-ce que c'est cool. peut-être, pour finaliser l'épisode, est-ce que tu aurais des chiffres de avant-après ou des bénéfices? Ça, on les a compris, des bénéfices très euh, en termes enfin, de ce que vous livrez en termes de prestations, on les a compris. Mais Mhm. est-ce que tu as des chiffres de Ouais, performance de qu'est-ce qui s'est passé avant ou des gros changements de avant votre arrivée et après ouais, votre ouais. arrivée, après l'implémentation de Bah, votre système? alors sur la HR Tech, là justement, on a pas mal de data. Sur la boîte dans l'immobilier, on n'a pas encore assez de recul parce on n'a pas encore fini l'intégralité du système. Par contre, sur la HR Tech, tu vois, après en fait notre passage, on a marqué que 10% des boîtes en fait sur lesquelles travaillaient les SDR c'était finalement des boîtes en scope. 20% en gros des comptes qui étaient classés comme tiers 1, donc qui étaient top prio pour eux, ils n'avaient pas d'activité depuis plus d'un an. Et il y avait Wow. 18% du tiers 1 qui n'ont jamais été attaqués. Donc tu vois, en fait, je pense que ça représente bien, tu vois, ce qu'on peut voir dans la plupart des CRM, c'est que beaucoup se concentrent sur l'acquisition, acquisition, acquisition à fond, alors qu'en réalité, ils ont des mines d'or dans le CRM, c'est juste qu'elles sont jamais exploitées ou pas du tout exploitées. Euh, et pareil sur la productivité des SDR, ils sont 2 fois plus productifs qu'avant parce que via les boutons, toute la partie de la reconstitution des informations qui ne font plus en fait manuellement. Donc c'est ça ce que vous proposez chez Youno, c'est de restructurer la data qu'il y a dans les CRM pour les transformer en machine ABM. Je pense Mm. que c'était suffisamment clair. Merci pour cette démo et peut-être que je te réinviterai dans un prochain épisode. Avec plaisir, avec grand plaisir pour revenir. En tout cas, merci à toi pour l'invitation, Ika. Merci Martin. Bon,
Mais j'espère que l'épisode t'a plu et surtout que ça t'a donné des idées actionnables pour tes projets. Comme promis, j'ai 2 choses à te partager. Si tu me suis sur LinkedIn, j'ai dû publier un playbook sur la méthode ABM de l'Emlist. Et si tu le trouves pas, demande-moi en DM. Comme tu l'as compris, ce podcast est financé et hébergé par la chaîne YouTube de Pronto. Pronto, c'est un outil qui te permet de capter des signaux très forts sans machine complexe et en plus d'enrichir en email et en téléphone. Concrètement, tu peux traquer les prises de poste de tes personas. Tu peux également traquer les entreprises qui recrutent tes personas. Tu peux également traquer les followers de tes concurrents ou d'entreprises connexes dans ton marché. L'avantage que tu auras par rapport aux autres, c'est que tu arrives au moment de la prise de décision, soit du budget, soit du recrutement. Le dernier gros plus, c'est l'enrichissement. Pronto agrège plus de 100 sources pour trouver les mails et surtout les téléphones. C'est pour ça que je collabore avec Pronto pour te setup pour toi ces campagnes, signaux par signaux, et la première livraison se fait en moins de 5 jours. Et cette offre t'intéresse, tu as un lien pour y accéder sous la vidéo, ou tout simplement tu viens me DM sur LinkedIn. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain épisode de GTM Mon Amour.